Pologne, arrestation de dissidents, mais peut-être l'amorce d'un dialogue. Ouganda, les premiers secours français parviennent avec difficulté dans les régions sinistrées. Le conflit des pêches, attentes et discussions pour sortir de l'impasse. Mais à l'instant, mesdames et messieurs, bonsoir, je reçois une dépêche. Une douzaine de bâtiments de la Marine nationale ont commencé à faire mouvement dans le golfe de Fos en direction du port pétrolier dont ils semblaient se préparer à dégager l'accès. Des CRS et des gendarmes mobiles ont pris place autour du port. Une dizaine de chalutiers de pêcheurs sont dans le chenal où, selon leurs collègues à terre, ils comptent maintenir le blocus tant qu'ils ne seront pas obligés physiquement de partir. Nous reviendrons aux difficultés des pêches françaises dans un instant, naturellement, dès que nous aurons d'autres informations. Mais nous commencerons nos reportages par un document. Dans le monde actuel, les situations angoissantes ne manquent pas. L'une des plus dramatiques, c'est celle des réfugiés cambodgiens, auxquels nous avons consacré de nombreuses émissions et des reportages spéciaux. Comment les enfants cambodgiens perçoivent-ils le drame qu'ils ont vécu depuis tant d'années, surtout depuis 5-6 ans, et l'époque des Khmers rouges, dans un camp de réfugiés cambodgiens en Thaïlande? Des journalistes américains ont filmé les dessins de ces jeunes, vous allez les voir, dans leur simplicité, dans leur nudité, ils sont terribles. La guerre quand on a 6 ou 7 ans, quand l'horreur appartient au quotidien de ce que nous appelons l'enfance. Ces enfants témoignent. Aujourd'hui réfugiés dans les camps de la frontière thaïlandaise, ils racontent à leur façon ce que fut leur cauchemar. Ils témoignent des exécutions, plusieurs millions de Cambodgiens exterminés pour créer un peuple nouveau. C'est ça le cauchemar. Ils racontent la religion bannie, les bonzes expulsés des pagodes, arrêtés, exécutés. On a demandé à un enfant pourquoi il dessinait de telles scènes et s'il les avait vraiment vues. Oui, a-t-il répondu, souvent, très souvent. Comme ces hommes attelés à une charrue. Ou comme ceux-ci conduits au supplice. Quand ils ont emmené mon père, confie un petit garçon, il nous a seulement dit au revoir. Il ne savait pas qu'il ne nous reverrait pas. Il témoigne de l'exode aussi des familles entières déplacées, à quel prix, de la ville vers les campagnes. Impossible pour ces enfants d'exorciser le cauchemar. Et pourtant, quand on leur parle d'avenir, leurs dessins redeviennent de vrais dessins d'enfants. Mais leurs yeux, eux, n'ont rien oublié. À Pékin, on enlève depuis hier des portraits géants de Marx, Lénine et Staline qui ornaient la place de la Porte de la Paix Céleste depuis les jours agités de la révolution culturelle. On prépare la réunion de l'Assemblée nationale chinoise qui sera marquée par un vaste remaniement au sommet du parti et de l'État. La plupart des portraits de Mao ont été également enlevés. En Pologne, la crise s'aggrave à telle enseigne que le comité central du Parti ouvrier va se réunir. Le président de la commission gouvernementale de négociation avec les grévistes, M. Pika, nommé il y a seulement 3 jours, a été remplacé et de nombreux dissidents ont été arrêtés hier soir, notamment M. Jacek Kuron, leur porte-parole habituel. La situation, Jean-Pierre Bianchi. Depuis 8 jours maintenant, Gdansk, le grand port de la Baltique, est bloqué par la grève. Toutefois, un homme nouveau est apparu aujourd'hui dans le conflit. M. Jagielski est devenu l'interlocuteur gouvernemental chargé d'étudier les requêtes ouvrières. Le changement d'homme pourrait naturellement incarner un changement d'attitude de l'autorité. En effet, l'offre de pourparlers faite par le nouvel envoyé de Varsovie est interprétée comme un pas vers le comité intergrève qui a interdit tout contact séparé avec le gouvernement. Si tel est le cas, le problème pourrait alors trouver un dénouement capable d'épargner à la Pologne la déroute économique qui la guette. Il faudra néanmoins attendre la réunion du comité central du Parti communiste, prévue avant dimanche, pour en savoir davantage. L'Église, quant à elle, devrait être amenée à faire connaître son avis après la rencontre aujourd'hui même du cardinal Wyszynski avec l'évêque de Gdansk.
En attendant, les dirigeants du corps, le Comité pour les libertés en Pologne, demeurent détenus et leur sort, après les 48 heures du délai légal de garde à vue, donnera également une idée de la manière dont évolue la politique gouvernementale. Enfin, en marge du conflit lui-même, le brouillage par l'Union soviétique des radios britanniques et américaines témoigne de l'embarras du grand allié oriental de la Pologne. Le groupe principal des dissidents polonais, c'est le KOR, le Comité d'autodéfense sociale, et une personnalité proche de ce comité réside à Paris, M. Alexandre Smolar. À l'heure où le KOR lance un appel aux dirigeants occidentaux, leur demandant d'user de leur influence pour faire comprendre aux responsables polonais la nécessité de réformes profondes, M. Smolar a précisé à Maurice Werther comment s'étaient déroulées les arrestations. C'est une reconnaissance tacite de leur importance dans le déroulement des événements d'aujourd'hui. Leur rôle était très important dans la création de certains groupes de militants, des ouvriers qu'on voit aujourd'hui aux premières lignes de lutte ouvrières à Gdańsk et ailleurs. On les arrête aussi parce que ce sont eux qui suggèrent bien souvent certaines revendications aux ouvriers et ce sont eux aussi qui assurent la liaison entre l'étranger, entre les moyens d'information étrangers et le mouvement ouvrier. On arrête les intellectuels, on n'arrête pas les ouvriers. Oui. On les divise donc. Oui, parce qu'on a peur des ouvriers aujourd'hui, on les voit, on n'arrête pas, on ne bat pas les ouvriers, on faisait ça en 70, en 76. Les autorités pensent qu'ils peuvent toujours le faire avec les intellectuels. Or, je pense qu'ils se trompent et je crois, j'espère qu'ils le savent déjà et que tous ces gens vont être libérés avant le terme de 48 heures de garde à vue. Est-ce que c'est la première fois qu'ils sont arrêtés? Ce n'est pas la première fois. Kuroń, un des plus éminents membres du corps, passait 6 ans en prison au cours des années 60. Michnik était arrêté 2 fois, il passait plus de 3 ans en prison. Est-ce que la solution actuelle, au point où on en est, peut être autre chose que politique? Je crois que c'est vrai que politique, dans ce sens que ça appartient aux autorités politiques de trouver une solution acceptable pour la classe ouvrière en Pologne. Mais si vous, par politique, pensez que la revendication des droits de grève, c'est une revendication politique, je dirais que non, c'est une revendication classique sociale, aussi bien que quand les ouvriers demandent le syndicat libre. Est-ce que c'est acceptable? Je crois que c'est pas acceptable pour le pouvoir liquidation des syndicats officiels, c'est probablement aussi encore pas acceptable de reconnaître juridiquement les droits à la grève, mais ce que je crois, ce qui est possible, c'est reconnaissance de facto des syndicats indépendants libres comme structure parallèle aux syndicats officiels, comme d'ailleurs le comité indépendant syndical existait déjà au cours de ces 4 années. En même temps, ce que je crois, ce qui est possible, c'est transformation de plus en plus des syndicats officiels sous pression des revendications des ouvriers. En somme, vous êtes optimiste? Je suis optimiste parce que je vois le comportement responsable aussi bien des ouvriers, mais aussi, il faut le dire, jusqu'à ces dernières arrestations des autorités qui ne cherchaient pas la solution par la violence comme pendant 3 crises précédentes avec les classes ouvrières. Alors à Washington, en tout cas, et pour la première fois depuis le début de la crise sociale en Pologne, le département d'État a exprimé aujourd'hui son inquiétude devant l'arrestation des dissidents. La grave question, c'est celle-ci: les grèves polonaises vont-elles mener à une internationalisation du conflit? Hier, on a démenti partout des bruits selon lesquels des troupes soviétiques auraient été sur le point d'entrer en Pologne. Mais les Polonais remarquent, non sans angoisse, que cette journée du 21 août, aujourd'hui, marque un anniversaire, celui des événements de 1968, lorsque les forces des pays du pacte de Varsovie entrèrent en territoire tchécoslovaque, balayant ce que l'on avait appelé le printemps de Prague. Patrick Théma. Il y a 12 ans, les chars des armées des 5 pays du pacte de Varsovie rentraient à Prague. Les Tchèques assistaient impuissants à cette invasion, et les Tchèques comprenaient qu'ils n'avaient pas le droit de choisir la forme de socialisme qui leur convenait. C'en était fini du printemps de Prague. Pourtant, ces jeunes garçons, comme l'ensemble de la jeunesse, tentèrent jusqu'au bout de dialoguer avec les soldats russes. Ils essayèrent jusqu'au bout d'expliquer que l'appartenance de la Tchécoslovaquie au groupe des pays de l'Est n'était pas en cause. Mais cette jeunesse, cette population tchécoslovaque au matin de ce 21 août 68, ne pouvait croire que le socialisme à visage humain c'était fini. Depuis, les Tchèques résistent passivement. Ils subissent une répression qui, si elle n'est pas sanglante, est néanmoins permanente et omniprésente, notamment à l'égard des signataires de la Charte de 77. Et avec une certaine discrétion, les autorités tchécoslovaques ont fait en sorte que les principaux dissidents soient autorisés à aller travailler à l'étranger pour ensuite les priver contre leur gré de leur nationalité.
Il y a 12 ans, des soldats polonais participaient à l'invasion de Prague. Aujourd'hui, le rapport au sein du pacte de Varsovie a très nettement évolué, ce qui fait croire qu'on ne verra pas de soldats tchécoslovaques envahir, dans le cadre du pacte de Varsovie, envahir la Pologne. La comparaison qui vient à l'esprit est-elle exacte? Varsovie 1980 peut-elle devenir la Prague? Du moins la Varsovie 1980 peut-elle se comparer, excusez-moi le chevauchement des dates, peut-elle devenir la Prague de 1968? C'est-à-dire, peut-on y voir les mêmes événements que ceux que l'on a vus en Tchécoslovaquie il y a 12 ans? Non, je vous dis tout de suite que pour l'instant, en tout cas, rien ne l'indique. Les dirigeants soviétiques ne manifestent pas du tout cette espèce d'irritation profonde qui manifestait en août 68, quand la Pravda, tous les jours, tirait à boulet rouge sur ce qu'elle appelait les contre-révolutionnaires tchécoslovaques. M. Guirec, au fond, n'a commis aucun des crimes majeurs qu'on reprochait à M. Dubček. Il n'a pas aboli la censure, il n'a pas rendu la parole aux opposants, au contraire, il n'a pas promis la pluralité des partis politiques. Bref, l'ordre règne toujours à Varsovie et le Kremlin n'a pas de raison vraiment de froncer les sourcils. Tout au plus manifeste-t-il de premiers signes d'énervement, par exemple avec ce brouillage des émissions occidentales de radio, ce qui montre que vraiment Moscou ne veut pas que les ressortissants soviétiques sachent ce qui se passe en Pologne. Donc M. Guirec a encore un peu de temps devant lui pour négocier. Un peu de temps, mais pas beaucoup de temps. Il faut maintenant résoudre le problème. Premièrement, parce que ça risque d'entraîner une catastrophe économique si ça continue. Deuxièmement, pour que M. Guirec reste crédible aux yeux de ses amis soviétiques. Et troisièmement, pour qu'il reste crédible aux yeux des Polonais eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il va y avoir cette réunion du comité central à la fin de la semaine. On va certainement procéder à quelques limogeages spectaculaires. Pour l'exemple, on va peut-être organiser quelques grandes manifestations de soutien au gouvernement. Et puis, à partir de là, la vraie négociation va s'engager. M. Guirec va lancer à ce moment-là, vraiment dans la balance, toute sa force, toute sa souplesse de conciliateur, qui sont considérables, n'est-ce pas? Toute sa force de négociateur qui est très grande. Et à ce moment-là, il faut bien dire qu'il devra vraiment jouer son va-tout. À New York, à l'ONU, réunion hier soir du Conseil de sécurité sur la question de Jérusalem. Par 14 voix et une abstention, l'abstention des États-Unis, le Conseil a invité tous les États à ne pas reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le Conseil a également demandé que toutes les missions diplomatiques fussent retirées de la ville sainte. Et cet après-midi, Israël a rejeté officiellement la décision du Conseil de sécurité, disant qu'elle était à la fois injuste et unilatérale, et prouvant que l'ONU, je cite, était devenue un instrument aux mains de ceux qui luttent contre le droit à l'existence et à l'indépendance d'Israël. La Grande-Bretagne s'intéresse au programme français de développement des surrégénérateurs et elle participerait volontiers au bloc continental formé par 5 pays européens dans les domaines de la recherche et de l'utilisation de cette filière. Je cite là M. Vandris, directeur des applications industrielles nucléaires au commissariat à l'énergie atomique. Un sous-marin soviétique à propulsion nucléaire a été ravagé par un incendie la nuit dernière dans l'océan Pacifique, à 150 km à l'est de l'île d'Okinawa. 9 des 100 hommes d'équipage sont morts et près de 50 autres ont été blessés, indique l'agence japonaise de sécurité maritime. Alors, le sous-marin soviétique que vous voyez sur les images a refusé les propositions de secours d'un bateau et de 2 hélicoptères japonais arrivés sur les lieux, apparemment pour protéger les secrets militaires. Les blessés ont été transbordés aujourd'hui à bord d'un navire soviétique arrivé à la rescousse. Les experts japonais estiment que l'incendie est dû au mauvais fonctionnement des circuits électriques, mais les avions de patrouille japonais n'ont pas repéré de signes de fuite radioactive. Pardon. France, conflit des pêcheries et de la mer. Les discussions se déroulent de manière soutenue dans les ports, entre les représentants des préfets et ceux des professions maritimes. Ça et là quelques incidents dans les ports pétroliers. La mise en garde lancée hier par M. Barrot Gréviste est au centre de ces discussions. Par ailleurs, à Saint-Nazaire, on commence à s'inquiéter pour l'approvisionnement de la raffinerie de Donge et un souci identique anime les responsables des ports de Fos-sur-Mer et de l'Étang de Verre où les chenaux restaient bloqués par les grévistes il y a seulement 40 minutes. Où en est-on? Des barques qui bloquent le canal de Caronte, dans les ports de Fos-la-Vera et de l'Étang de Berre, les chenaux d'accès aux raffineries restent interdits. Certes, la paralysie n'est pas totale, mais 21 pétroliers ou minéraliers sont toujours immobilisés en rade du second complexe pétrolier européen. Ce matin, une unité légère de la Marine nationale avait été aperçue au sud de Port-de-Bouc. Elle ferait maintenant mouvement sur le golfe de Fos, où gendarmes et CRS ont pris place sur le port, bloqués par une dizaine de chalutiers. Seuls ce soir, les petits pêcheurs avaient accepté de mettre fin
à leur blocus. Et puis nous apprenons à l'instant que l'ensemble des remorqueurs de France cesseront le travail si la marine intervient à Fos. C'est une décision de la CGT. Reste qu'au plan national, le conflit se durcit après l'échec de la réunion d'hier avec le ministre des Transports. Et les syndicats appellent à la poursuite de la grève. Sans faille et dans l'unité jusqu'au prochain Conseil des ministres du 27 août, dit la CFDT, alors que la CGT dénonce de son côté la sale besogne que veut faire effectuer le Premier ministre à la Marine nationale. Fin de citation. Ce n'est bien sûr pas le point des armateurs qui exigent le déblocage des ports commerciaux. Pour la seule compagnie générale maritime, les pertes dues au blocus atteignent déjà entre 4 et 6 millions de francs. À la demande du ministre des Transports, la Commission nationale de conciliation pour les conflits du travail maritime se réunira lundi prochain, lundi 25 août, à Paris, sous la présidence de M. François Essig, directeur général de la Marine marchande. Le Premier ministre veut que la Marine nationale assure la libre circulation dans les ports pétroliers. Est-ce un avertissement, une menace ou l'utilisation éventuelle d'une procédure normale? Alors, autre question, quelles sont exactement les missions de la Marine nationale dans le domaine civil et de quelle manière pourrait-elle intervenir concrètement dans le conflit actuel? Bernard Pradine. La Marine nationale dépend du ministère de la Défense. Ces 70 000 marins sont répartis sur plusieurs bâtiments. Les sous-marins nucléaires, les bâtiments de combat, porte-avions, croiseurs, corvettes, les bâtiments de transport, les remorqueurs et autres navires auxiliaires. Les différentes missions de la Marine nationale, la dissuasion nucléaire tout d'abord avec les sous-marins, puis la défense des côtes, des approches maritimes, ce sont des missions de guerre. Enfin une large mission de service public, police de la navigation, sur le rail d'Ouessant par exemple, sauvegarde des vies humaines et par conséquent assistance aux marins pêcheurs, aidés par la Marine nationale pour le transport du courrier, les soins médicaux, que ce soit à Terre-Neuve ou parfois moins loin. Pour lutter contre le blocus des ports pétroliers, il faut que la Marine nationale soit réquisitionnée par le préfet, car c'est lui qui est chargé de la sécurité du territoire national, dont le port fait partie. Le préfet fait donc appel aux moyens maritimes appropriés. L'action elle-même dépendra des circonstances, mais la Marine nationale n'utilisera pas ses bâtiments de guerre, de combat. Elle fera intervenir des petits bateaux qui manœuvrent facilement, qui ne sont pas armés, comme les remorqueurs de haute mer ou de navigation côtière. Comment est-ce que les pêcheurs réagissent à une éventuelle intervention de la Marine nationale? Jean-Claude Renaud et l'équipe d'Antenne 2 ont embarqué aujourd'hui à bord d'un chalutier de Port-en-Bessin qui bloque le Havre. Voici le reportage. Si des bâtiments de la Marine nationale arrivent pour dégager le port du Havre, qu'est-ce que vous allez faire? On les attend, on a les ordres à recevoir, puis on les attend. Donc vous n'allez pas lever le blocus? Non, non, pas du tout. Et si vous forcent à lever le blocus? Bon, on va se battre, sûrement. Hein. On va se battre. On est tous décidés à penser se faire. Mais vous n'avez pas peur qu'il y ait des dégâts, des blessés? Moi, je pense pas, il n'y a pas de si bête que ça quand même. Je ne pense pas du tout. Hein. Enfin, on est décidé à penser se faire et puis à garder le blocus. Les cargos restent dans la rade. Des renforts de chalutiers sont même arrivés aujourd'hui. Une cinquantaine environ forment le barrage. Le ciel s'est couvert au Havre, mais la forte brise reflète mal la tempête provoquée par les menaces d'intervention de la marine. Car pour les pêcheurs, après l'échec des négociations, rien n'est réglé. Et ils craignent qu'une semaine de blocus n'ait servi à rien. Alors si la marine vous oblige à lever le blocus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre la mer? Non. Voilà. On va reprendre la mer. Ça va envie de faire quelque chose, on sera sûrement bien obligé, mais je crois qu'on va se battre beaucoup avant. Il n'y a pas d'autre solution. C'est recommencer à retravailler 10 jours pour rien du tout. Et on a nos loyers à payer, on a tout, on est comme les autres. Alors bosser 20 heures par jour à raison de 300 francs la semaine, ça marche pas. Sur la Vierge Fidèle, chalutier de 21 mètres, basé à Port-en-Bessin, il y a aujourd'hui le second, le mécano et 3 hommes d'équipage. Beaucoup de lassitude aussi et la volonté de ne pas devenir impopulaire. Ce matin, vous avez laissé sortir les plaisanciers du port du Havre. C'était par un souci d'apaisement? Non, par souci d'apaisement, plutôt humanitaire pour les gens, parce qu'on comprend, on embête pas mal de monde. Hein. Il y a 2 cars ferrés qui doivent rentrer cet après-midi. Là. Bon, on essaie, mais il faut pas qu'on me dise pour le restant, pour les cargos, les pétroliers, il faut qu'on me dise.
Et vous ne laisserez pas entrer les pétroliers? Vous ne croyez pas que la solution, ça serait que les marins se reconvertissent dans une autre activité? Vous la dire, un gars comme moi, j'ai pas de certificat d'études. Bon, et ça fait 15 ans que je navigue, à l'âge de 12 ans, j'allais dans les bateaux là, en vacances, en grandes vacances. Bon, mais c'est un métier qu'on aime quand même. On a eu maintenant à dire, il n'y a pas de boulot non plus. Et le chômage partout. J'ai resté là, bon, j'ai réussi à passer 2 ou 3, un petit brevet ou 2. Bon, on arrive à remplacer le second à beurre, là, bon. Si il n'y avait pas le marché commun, rien que la plantation de poissons, puis les frais qu'on a, on arriverait quand même avec le métier qu'on a, on a quand même été assez dur, à gagner des filles quand même, à arriver à vivre quand même, tout en étant... Alors là, si ça continue comme ça... Le gasoil, ça sert plutôt en l'air, l'augmentation qu'il y a eu du gasoil depuis... Et puis on rajoute temps, hein, ça continue comme ça pour remplacer ces bords dans 5 ans. Et les autres ports, Charbon, partout, les gaz sont forts. Vous y croyez encore, l'avenir de la pêche artisanale? Non, pas moi. On se demande si Raymond Bert veut pas arrêter de la pêche artisanale, et puis juste quelques bateaux de la pêche industrielle, et puis le marché commun. Puis travailler avec ça, c'est tout, ça se demandait. L'avenir du métier, c'est... Nous, là, on se demande si on a le droit de travailler, après tout. Hein. Vous avez des enfants, vous? Bah ouais. J'en ai un, j'en attends un autre pour le mois de novembre. Vous souhaitez qu'ils deviennent pêcheurs? Ah non. Le PS, dans une lettre au président de la République, et signée par François Mitterrand et les élus socialistes des régions côtières, le PS donc demande qu'on ouvre des négociations tripartites pour résoudre le conflit des marins-pêcheurs qui a pris une ampleur nationale et alors que les réunions de conciliation n'ont abouti à aucun résultat. Voilà qui, pour les socialistes, confirme ce qu'ils ont dit souvent, le rôle de l'État dans le secteur des pêches est décisif. À Paris, le comité central des armateurs de France demande que la liberté d'accès dans les ports de commerce soit rétablie et garantie. Il dénonce des actes qu'il qualifie de piraterie et qui portent un coup sérieux à la réputation internationale de nos ports en causant de lourds préjudices à d'autres secteurs de l'économie. Après-demain 23 août, notre émission Samedi et demi traitera du conflit des pêcheurs. Quelles sont les issues possibles? Y parviendra-t-on? Eh bien, parmi les invités, M. Joël Le Teul, ministre des Transports, qui sera entouré de spécialistes. Les plaisanciers, étant donné les circonstances, vont avoir à passer des heures pas très faciles. Alors, leur crainte, c'est que le temps ne se gâte et que la mer ne devienne grosse. Quel sera le temps pour eux sur les côtes, surtout Laurent Broumède, et puis par la même occasion pour le week-end? Écoutez, je pense que nous pouvons être optimistes pour le week-end, même si pour l'instant des nuages traversent le pays. Alors, demain, eh bien, encore beaucoup de nuages le matin sur les frontières du nord-est, du Jura au nord des Alpes et au nord du Massif central, mais ça s'améliorera dans la journée avec retour dans ces régions, des éclaircies partout ailleurs, même ma foi, vous voyez, nuages et soleil se partagent le ciel, un temps un peu instable, quelques degrés de moins que les jours précédents, mais tout de même un temps d'été, principalement sur les côtes méditerranéennes. Il faut dire que Mistral et Tramontane pousseront les nuages. Samedi, eh bien, le même tableau, sur l'extrême ouest, plus de soleil et un peu de brume ou de brouillard le matin, partout ailleurs un temps encore instable, nuages et soleil, et encore quelques averses, principalement dans le nord-est du pays. Et si tout va bien, théoriquement, dimanche, ça devrait être le retour du temps très beau, et j'espère chaud. Finale de la Coupe América, est-ce que la France va y participer? Je dois dire que France 3 a une bonne chance, puisque le bateau du Baron Bic mène devant Lionheart, le bateau anglais, par 3 victoires à 1. Les deux bateaux disputent en ce moment ce qui est peut-être la dernière régate. Si les Français l'emportent, ils seront qualifiés pour la finale des Challengers, et s'ils gagnent cette finale, ils iront peut-être dans la grande finale. Alors, l'autre demi-finale des Challengers oppose, vous le voyez sur votre écran, Sverige, le bateau suédois, à Australia. Australia mène par 2 victoires à 1. Sverige, malgré la protestation du bateau Australia, a obtenu gain de cause et il a remporté la 3e manche. Aujourd'hui, ces deux bateaux sont hors pot, les Australiens ayant obtenu une journée de relâche appelée le Lay Day. Joe Dassin est mort. Il avait 42 ans. Il est décédé au restaurant à Papeete d'une crise cardiaque, la deuxième en quelques mois. Né d'un père russe et d'une mère hongroise, il avait fait ses études en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Suisse et aux États-Unis. Joe Dassin aimait à dire, après une existence mouvementée, « Je travaillerai jusqu'à la quarantaine et puis je m'arrêterai pour vivre enfin ». Mais pris dans l'engrenage, il a continué à travailler et le voici qui n'est plus.
42 ans, une réussite professionnelle exemplaire. Jodassin ne laissait rien au hasard, même pas ses loisirs. Il pratiquait le golf et le jogging. Il prenait aussi le temps de se reposer, mais peut-être pas assez. Le 18 juillet, en pleine tournée, une première crise cardiaque le contraint à l'abandon. Un mois après, c'est la crise fatale, malgré l'intervention immédiate de 2 médecins. On reconnaît d'ailleurs dans le monde médical que l'angine de poitrine frappe des gens de plus en plus jeunes. Faut-il croire aussi que le métier du spectacle, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, est terriblement destructeur, avec ses tensions, ses excès, ses secousses dans les vies familiales et la nécessité de se dépasser constamment. Jodassin répondait un peu à cela quand il parlait de son exigence dans l'exercice de sa profession. J'ai l'impression que d'avoir le droit ou le privilège de distraire les gens est une chose très importante. On accepte peu de gens en tant que distracteurs publics. Et je considère ça un honneur. Et j'ai l'impression de ne pas le mériter. C'est vrai, chaque fois que je grimpe sur une scène, je me dis c'est pas possible, je leur donne pas assez. Alors je suis très embêté et c'est pour ça que je me fais toujours une tête comme ça. J'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui quitte la salle sans s'être amusé, que je lui ai volé. Fils du cinéaste Jules Dassin et de la violoniste Béatrice Loner, Jodassin aimait l'aventure, il avait parcouru les États-Unis de long en large. Mais il avait aussi obtenu un diplôme d'ethnologie à l'université de Michigan. Après des essais infructueux de chanteur en Amérique, c'est en France qu'il s'imposa avec des chansons à succès comme L'été indien, Les Dalton ou Les Champs-Élysées. Il préparait pour la rentrée une comédie musicale, nous ne la verrons pas, il nous restera le souvenir de son sourire et la chaude couleur de sa voix. Demain, le professeur Slama, chef du service de cardiologie de l'hôpital de la Rivoisière, sera l'invité d'Antenne de Midi. Lui et d'autres spécialistes vont essayer d'expliquer ce qu'est cette maladie dont est mort Dassin, qui elle frappe et comment l'on peut essayer de s'en préserver. En Ouganda, les secours français sont arrivés il y a déjà quelques jours à la suite de l'effort exceptionnel décidé par le gouvernement français et dont entre autres Sœur Eliane, la missionnaire lumineuse, vous avait expliqué ici même l'absolue nécessité. Mais des difficultés ont surgi, d'ordre administratif souvent, et aussi à cause d'un certain nombre de manques de communication. Voici en édition spéciale le reportage de Philippe Gassot et Jean-François Renou en Ouganda. Ce raid sur Entebbe, pour raisons humanitaires, mené par des soldats sans armes, ne va pas sans difficulté. L'opération prendra 24 heures de retard, car une plume, comme on dit dans le jargon des pilotes d'hélicoptères, a été malmenée durant le transport. Entendez par là qu'une pale du rotor s'est cassée, il faut que le Transal aille à Bangui chercher la pièce de rechange. Aujourd'hui, 17 août, le Transal de l'armée française décolle pour Soroti, ville qui se situe dans la zone contrôlée. Plus loin au nord, c'est l'inconnu. Les militaires, tous engagés, sont pour la plupart arrivés de Paris le matin même et n'ont eu que le temps de descendre du Boeing 707 de ligne pour monter dans le transport de troupes. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les prochaines difficultés que vous allez rencontrer là? Vous ne connaissez pas le terrain à Soroti? Non, le terrain on ne connaît pas du tout, de toute façon, et notre problème c'est d'avertir le plus tôt possible Soroti parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le prévenir. L'aéroport, en très bon état, se trouve à 35 minutes d'Entebbe. Habituellement, il faut 6 heures de route. Ici, c'est la première étape avant le Nord et sa famine. Les soldats qui ont vu à la télévision les documents concernant l'Ouganda s'attendaient déjà à côtoyer la misère. Cette foule, venue par curiosité, ne souffre pas de la faim. L'arrivée d'un avion, quel qu'il soit, est déjà un événement, mais d'un appareil français avec des soldats à son bord, c'est vraiment l'attraction qu'il ne faut pas manquer. C'est auprès de l'aéroport que sera installée la base opérationnelle pour les missions dans le Nord. La grosse préoccupation, c'est que je ne connais pas le pays. C'est éventuellement des problèmes de sécurité, c'est éventuellement des problèmes de vol. J'ai beaucoup de préoccupations actuellement et elles sont toutes importantes. L'avantage des hélicoptères, c'est d'éviter ces pistes où plane à chaque kilomètre la menace d'une attaque par les pillards, les fameux raiders. La dernière attaque remonte à une semaine à Moroto. Il y a eu 3 victimes. Au cours des 7 heures de piste que nous avons parcourues de Soroti à Moroto et de Moroto à Kabong, nous avons rencontré à plusieurs reprises des hommes armés sans uniforme, heureusement pacifiques. Dans la capitale du Nord, pavoisée pour des raisons électorales, la situation s'est bien améliorée. À l'endroit même où avaient été tournées de terribles images, ceux qui ont dû quitter leur village ne sont plus que 300 pour un camp qui a compté jusqu'à 3000 personnes. Ceux qui en ont eu la force sont retournés chez eux
Les autres sont morts, les derniers qui restent ne bougeront pas tant que la nourriture continuera à être distribuée grâce aux organisations internationales. La maigreur reste grande, la nourriture ne manque plus. À présent, toutes les gamelles sont pleines et les Karamajong peuvent parfois faire des provisions. L'effort à faire, maintenant, est médical. Il n'y a toujours qu'un médecin ougandais à l'hôpital. À 250 mètres de ce camp, qui ne sera pas visité, se tient la réunion politique de Milton Obote, ancien président, qui espère bien retrouver ses fonctions après l'élection du 30 septembre prochain et qui assure que tout ce qui se passe dans le pays, et dans le Nord notamment, va changer. Monsieur le Président, vous êtes ici en Ouganda, dans la pire région où sévit la faim. Que signifie votre présence? Il y a 3 facteurs ici, la sécheresse, la famine et l'insécurité. Il n'y a rien à faire contre la sécheresse. Concernant la famine, j'ai remercié expressément divers gouvernements dans le monde qui ont fourni une aide à l'Ouganda et diverses organisations qui ont fait la même chose. Dans ces compliments sont inclus ceux qui vont au gouvernement français, dont nous avons beaucoup apprécié l'assistance. Pour la sécurité, il y a quelque chose à faire que les Ougandais peuvent faire, et je suis ici premièrement pour obtenir la sécurité. Et à propos de l'armée qui commet parfois des exactions, je veux me renseigner autant que je le peux, afin de pouvoir, dès mon retour à Kampala, proposer des solutions au gouvernement pour une coopération entre l'armée et la population, et établir ainsi la sécurité dans la région. Vous avez apporté de la nourriture avec vous? Je n'ai pas de nourriture. Je viens d'exil, 9 ans d'exil. Je voudrais bien avoir de la nourriture. J'ai promis à la population que si je pouvais obtenir un camion ou un sac de haricots ou n'importe quelle nourriture, elle serait distribuée dans cette partie-ci de l'Ouganda. Milton Obote a de la sécurité une idée toute personnelle. Si avec l'armée, il attend de voir, il prétend qu'il a négocié directement avec les chefs des Raiders et que ceux-ci ont accepté la trêve avant de rendre les armes en échange d'un statut d'Ougandais à part entière. L'attaque de lundi dernier semble démentir ces informations et l'armada qui entoure le président à Katido notamment laisse à penser que tout est loin d'être réglé sur les pistes du Nord. Pour le candidat, qui lutte contre l'image d'impopularité qu'on lui a, dit-il, collée sur le dos, on a fait venir, c'est une tradition, à plein camion, toutes les populations valides et disponibles des environs pour fêter le leader de l'Ouganda People Congress. Une campagne à l'africaine où, au milieu de la fête, on a fait venir, pour les besoins de la télévision étrangère, les petits malheureux que l'on avait gardés à l'écart. La nourriture n'est pas arrivée. Ce qui a été monté dans des véhicules discrets du convoi par centaines de bouteilles, c'est de la bière introuvable dans la région et qui va servir à payer les danseurs, les gardes et les supporters. Il est déconseillé de filmer les bouteilles et ceux qui boivent. Pourtant, même si chaque candidat prétend que la nourriture arrive grâce à lui, la belle race des Karamajong, de ceux qui n'ont plus de vaches, est menacée à 75 km d'ici, à Kabong, à l'extrême nord du pays. La misère a reculé, géographiquement de 150 km, mais elle est encore là, et pour longtemps. Cette misère s'agrippe maintenant dans les régions inaccessibles. Ici sont rassemblés les enfants trouvés chaque jour dans la brousse par les seuls missionnaires qui s'occupent d'eux. Pour ces orphelins ou pour la population, il n'y a pas de médecin, pas de médicaments, peu de nourriture, et dans ce seul endroit, 15 enfants meurent chaque semaine. Pourquoi? Parce que Kabong est loin, que la piste est trop mauvaise, qu'il y a trop de monde à nourrir dans la région pour le peu de nourriture qui arrive. Alors que dans le sud, les entrepôts sont pleins et que la nourriture risque de se gâter. La route des candidats à la présidence ne passe pas par ici. Il n'y a que les missions qui fassent l'impossible, même si elles n'y croient plus vraiment. Pourquoi pensez-vous qu'il peut être difficile de sauver ces personnes? Nous avons dans la région 60 000 personnes. Si nous voulons donner à chaque famille 1 kilo de nourriture, combien de camions il nous faudrait entre Moroto et Kabong? Quelle est la solution? C'est difficile de vous donner une réponse. Pensez-vous qu'il est possible d'amener des avions ou des hélicoptères? S'il y a des stocks suffisants à Moroto ou à Soroti, et si vous avez la possibilité de les amener jusqu'ici? La plupart des gens d'ici vont-ils mourir, à votre avis? Dieu seul le sait, mais je crois que oui. J'ai vu tellement souvent de mai à juillet, tout autour de la mission, 5 ou 6 personnes mourir chaque jour. Que se passera-t-il pour cette région?
Les hélicoptères français peuvent sauver presque tous les enfants, mais le temps presse. Pour aller plus vite, il faudrait peut-être que les responsables de l'opération consultent ceux qui connaissent les problèmes sur le terrain. On attend beaucoup de la France, car la France peut beaucoup. Elle vient de mettre en œuvre le seul moyen efficace pour sauver les Karamajong. Alors, ce matin, un hélicoptère français a apporté à Kazong, que vous venez de voir, les médicaments et la nourriture nécessaires. Une dépêche qui me parvient à l'instant. L'amiral préfet maritime de Toulon a lancé peu avant 20 heures un ultimatum donnant aux pêcheurs 10 minutes pour qu'ils dégagent la passe de Fos. L'amiral a annoncé que passé ce délai, d'autres bâtiments de la marine nationale stationnant dans le Golfe viendraient en renfort des 9 unités qui sont déjà engagées dans ce port. À Vincennes, le tiercé a été gagné par le 13 Calmy que drivait Jeannot Goujon et qui appartient à Didier Van Temsch. Deuxième le 10 Kabyle, troisième le 5 Caternet. Voici les rapports. Eh bien, pour un franc dans l'ordre 2771 et dans un ordre différent 502,50. Je vous rappelle brièvement le temps demain, nuageux avec quelques ondées des Flandres aux Vosges et à la Savoie ailleurs il fera beau. C'est Hervé Claude qui vous donnera les dernières informations vers 23h10. Demain, antenne de midi avec Patrick Lecoq et les médecins qui vous expliqueront les raisons de la mort de Jodassin et la manière de lutter contre ces sortes de maladies. Et si tel est votre choix, nous nous retrouverons demain soir à 20h. Bonne soirée, merci.